formellement, puisqu'il n'est pas tout à fait 11h30. Donc, on va attendre que les quelques… Alors, ce n'est pas encore des retardataires, hein, parce qu'il n'est pas encore tout à fait l'heure. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver. Bonjour, bonjour. Sympa de mettre des éléments dans le chat. Je vais vous recommander chaudement d'utiliser le chat autant que vous le souhaitez durant ces 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Donc, j'attends qu'il soit 11h30 précise pour démarrer. Et donc, encore quelques petites secondes. Bonjour, bonjour. Sympa de mettre des éléments dans le chat. Continuez, ça fait plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui sont des habitués. Alors, il est 11h30 et je vous propose de démarrer formellement donc ce nouveau numéro de la masterclass sur la prise de parole. Et donc, avec le titre d'aujourd'hui, plus spécialement, booster vos prises de parole. Alors, qu'est-ce que j'entends par booster vos prises de parole? Eh bien, tout ce qui est de l'ordre de l'efficacité, de l'aisance, de l'impact. Donc, je m'appelle Sophie Baker, et mon métier, c'est justement l'impact en prise de parole. Je suis coach, formatrice, conseil en prise de parole. Et donc, je travaille pour vous aider, vous, en tout cas ceux qui le souhaitent, à gagner en impact dans toutes les situations de prise de parole. Alors, dans le temps d'avant, on disait prise de parole en public. Et puis aujourd'hui, eh bien, la prise de parole, on considère que c'est quand vous intervenez dans une réunion avec votre service, en tant qu'intervenant, en tant qu'animateur, mais aussi en tant que participant à la réunion. C'est aussi la prise de parole en visioconférence. C'est aussi les grands-messes, parce qu'il y en a encore malgré tout. Et puis, vos prises de parole devant le COMEX, devant le CODIR, avec des slides, sans slides. Parfois, certains d'entre vous se rendent dans les médias aussi, sont invités dans les médias. Donc là aussi, il y a le sujet de la prise de parole. Donc, c'est de tout cela que nous allons parler jusqu'à 12h15. J'ai conçu ce live plutôt, ce webinaire, de la manière la plus interactive possible. Donc, utilisez, comme vous le faites là, certains d'entre vous, pour nous dire bonjour. Utilisez-le pour mettre des questions, faire des commentaires, des réflexions qui vous viennent. Je ne peux pas lire tout ce qui tombe dans le chat, parce que je ne peux pas parler et lire en même temps. Je peux jeter des coups d'œil, mais je ne peux pas vraiment vous répondre. Et puis, vous pouvez aussi utiliser, je vous le redirai durant ces 3 quarts d'heure, vous pouvez aussi utiliser la fonction prendre rendez-vous. En haut de votre écran, dans la barre verte, il y a un bouton rouge. Et alors, pourquoi prendre rendez-vous? Eh bien, tout simplement parce que ici, durant ces 45 minutes, nous allons parler de situations générales, dans les grands ensembles. Alors, bien sûr, ça pose un socle qui est déjà très important pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est ce que vous me dites. Mais prendre rendez-vous, c'est pour rentrer dans la singularité. Prendre rendez-vous, c'est pour parler de vous, de ce qui vous pose problème sur la prise de parole, ou de ce qui vous interpelle tout simplement, parce qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un problème. Ça peut être aussi, je dirais plus simplement, des questions, peut-être voir aussi comment vous avez développé des stratégies de contournement pour régler les difficultés ou les freins que vous éprouvez en situation de prise de parole. Donc, le chat, la prise de rendez-vous, et puis, bien sûr, on est parti pour ces 3 quarts d'heure donc, de conférence. Alors d'abord, avec un sujet, une question que je voudrais vous poser, qui est la suivante. Quel enjeu pour vous de booster vos prises de parole? Quel est l'enjeu pour vous de vous sentir plus à l'aise, d'être plus efficace, d'avoir plus de conviction, plus le sentiment de faire mouche quand vous prenez la parole? Première réponse que je vous propose. Est-ce que c'est un enjeu déterminant pour vous? Alors, déterminant, ça veut dire qu'il détermine votre carrière, votre parcours professionnel. Éventuellement, il détermine votre changement de carrière, un virage que vous voulez effectuer. J'entends beaucoup de personnes qui viennent me contacter parce qu'elles sont justement en transition professionnelle et parce que ce sujet de la prise de parole en public, prise de parole tout court,
et d'être en capacité de booster leur prise de parole, eh bien, va leur permettre justement de mettre des mots sur, MOTS bien sûr, sur la nouvelle activité qu'elles envisagent. Il va falloir qu'elles cherchent peut-être des financeurs, des prospects, élargir son réseau d'influence, prendre des rendez-vous avec des influenceurs, réseauter, se présenter dans un cercle de dirigeants ou de porteurs de projets. Et donc, dans toutes ces situations-là, eh bien, la qualité de la prise de parole est résolument un enjeu déterminant parce qu'il va déterminer, engager la suite de votre parcours. Donc, il y a vraiment des situations dans lesquelles c'est chaud, hein, comme on dirait. Après, il y a des situations dans lesquelles, alors je vois déjà que effectivement, il y a certains d'entre vous qui commentent dans le chat. Oui, entretien, nouvel emploi, soutenance de fin d'année, faciliter la transmission de connaissances. Alors, est-ce que c'est un enjeu déterminant ou est-ce que c'est un enjeu fort? Un enjeu fort, alors c'est un petit peu en dessous d'enjeu déterminant, et c'est pour dire que dans le monde d'aujourd'hui, la qualité de la prise de parole est un levier d'action. Je vais rebondir sur ce que vient de dire cette personne qui est de faciliter la transmission de connaissances. Aujourd'hui, vos interlocuteurs sont dans un paysage très ouvert où il y a de multiples manières d'acquérir des connaissances. On peut aller sur internet, maintenant il y a ChatGPT, enfin, voilà, il y a pléthore d'interlocuteurs. Donc si vous avez besoin ou envie qu'on vienne vers vous parce que vous estimez à juste titre que vous avez une valeur ajoutée, une expérience à partager, une manière singulière, hein, je reboucle sur la dimension de singularité, quelque chose du singulier qui vous tient à cœur, eh bien le sujet, il est que votre qualité de prise de parole va vous permettre de faire ça et d'être distinct, différent des autres, ou bien, eh bien d'être, je dirais, comme tout le monde et donc d'avoir moins de valeur. Donc ça, cet enjeu-là, cet enjeu fort, eh bien, il peut se retrouver dans plein de situations professionnelles. Et puis alors, il y a un troisième niveau d'enjeu que je nomme quand même, qui est un enjeu moyen ou faible. Alors moyen ou faible, ça veut dire que vous êtes dans une situation, par exemple, de management confortable, que vous n'avez pas l'intention de changer, que votre équipe fonctionne bien, et donc votre qualité de prise de parole, eh bien, elle fonctionne déjà. Donc vous n'éprouvez pas le besoin de monter en compétence, on va dire, sur le sujet de la qualité de la prise de parole. Attention, attention, je ne veux pas vous effrayer, mais le monde change. Le monde change. Votre auditoire est de plus en plus exigeant. Il est devenu impatient, impertinent, zappeur. Il a beaucoup d'autres sources d'informations à sa disposition que juste vous. Et donc, ce sujet de la qualité de la prise de parole, de la qualité de l'expression orale, de la qualité aussi de sa posture, on va parler du non-verbal, de sa posture, de la gestuelle, de la voix, eh bien tout ça aujourd'hui, ce sont des marqueurs de compétences. Il ne s'agit plus seulement d'être compétent dans son secteur, mais il faut aussi savoir euh, véhiculer la bonne parole. Alors voilà, je vous propose déjà de vous interroger si vous êtes dans la case enjeu déterminant, enjeu fort ou enjeu moyen ou faible. Et puis il y a une autre question avec laquelle je voudrais venir vers vous. Qu'est-ce qui vous bloque le plus? Alors, je vois qu'il y a un long texte dans le Pierre-Étienne qui écrit transmettre, dimension, génération Z, me passionne. On va essayer de reparler de tout ça. Merci en tout cas pour ce commentaire dans le chat qui augmente voilà, la valeur de ce webinaire. Qu'est-ce qui vous bloque le plus, vous, pour revenir sur chacun d'entre vous? Qu'est-ce qui vous bloque le plus? Est-ce que ce qui est bloquant, c'est le sentiment de ne pas savoir dire? J'aime bien parler du savoir-dire comme on parle habituellement du savoir-faire et du savoir-être. Le savoir-dire, c'est cette compétence que j'évoquais rapidement il y a juste quelques instants, qui est d'avoir le sentiment que non seulement je suis connaisseur de mes sujets, hein, c'est-à-dire que je suis expert, et parfois je travaille avec des experts de très très haut niveau, qui sont très très compétents dans leur connaissance, dans leur expertise, dans leur métier. Mais le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que leur prise de parole est à la hauteur de leurs compétences? Autrement dit, est-ce qu'ils portent par leurs propos toute la dimension de leur savoir?
C'est en cela que j'aime bien parler de savoir-dire. Est-ce que vous avez le savoir-dire? Et il m'est apparu, je vous raconterai ça un peu plus tard, il m'est apparu que eh bien, le savoir-dire était très peu enseigné. Et c'est pour ça que j'ai eu envie, après une carrière de journaliste, de devenir cette consultante, coach, formatrice en savoir-dire, avec une méthode que je vais vous présenter dans quelques minutes, qui est la méthode du losange. Donc, si je reviens au sujet qui nous intéresse, pardon, est-ce que c'est un enjeu, pardon, je suis perdue dans mes slides, qu'est-ce qui vous bloque le plus? Est-ce que ce qui vous bloque le plus, c'est le sentiment de ne pas savoir dire? Ou est-ce que, deuxième option un peu générale, mais dans laquelle vous allez pouvoir normalement vous retrouver, est-ce que c'est la peur du jugement des autres? Alors, j'explique, la peur du jugement des autres, c'est le sentiment, quand on prend la parole, d'être tout seul face aux autres, d'avoir le regard des autres sur soi et de se sentir isolé, seul dans cette situation. Et puis, bien sûr, dans ce sentiment de solitude, alors qu'on peut éprouver en visioconférence, hein, on le connaît bien, mais aussi dans des situations de prise de parole présentielle, ce sentiment d'être seul et d'avoir donc le regard des autres sur soi, est-ce qu'il vous fait aussi vous interroger sur comment je me tiens, de quoi j'ai l'air, est-ce que je suis bien coiffée, est-ce que je suis correctement habillée, comment je me tiens, quelle est ma posture, ma gestuelle, et puis, la peur du jugement des autres aussi, c'est parfois quand on se regarde, «Je n'aime pas me voir, je n'aime pas me voir en photo, je n'aime pas ma voix». Il y a le sujet et vous le dites, de manière très pertinente, dans le chat, il y a le sujet de la confiance en soi. Alors il ne s'agit pas d'évoquer ici le sujet de la confiance en soi au sens du métier qu'on a, hein. Vous êtes tous très compétents dans vos métiers, mais la confiance en soi quand on est dans cette situation d'intervenir, de prise de parole, d'être donc seul face aux autres. Voilà, donc ça, c'est les 2 premières questions que je vous propose, d'interroger. Alors, je vais prendre quelques réponses du chat. Alors, peur du jugement, dit, quelqu'un, à cause de mon accent qui remettrait en cause mon expertise dans mon métier de communicante. Alors, là, c'est merci pour ce partage. J'arrive pas à lire votre nom, mais merci pour ce partage. Je reboucle sur cette question de singularité. Alors, vous avez un accent, nous sommes très nombreux à avoir des accents. D'ailleurs, il paraît que les Parisiens, on a aussi des accents. Alors moi, je n'entends pas parce que je vis à Paris depuis longtemps. Donc quand j'ai des amis belges qui me disent: «Mais si, si, tu as un accent». Je me dis: «Mais de quoi elle parle? De quoi ils parlent ces amis-là?» Mais non, moi, je n'ai pas d'accent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous singuliers. Et moi, il me tient à cœur de vous aider à travailler justement sur la singularité de qui vous êtes, chacun d'entre vous, dans vos situations de prise de parole. Donc, vous avez un accent, tant mieux, vous êtes qui vous êtes. Après, il y a le sujet du débit de parole et de la qualité de la prononciation, qui est un autre sujet. Et c'est sur celui-là que moi, je peux faire travailler mes champions, puisque j'aime bien appeler les personnes que j'accompagne, les appeler mes champions ou mes championnes. Ça, on peut le travailler ensemble, le débit et la prononciation. Mais l'accent, franchement, il y a zéro souci. Au contraire, c'est formidable un monde dans lequel il y a des accents. S'il n'y en avait pas, ce serait triste. Je vais prendre un autre commentaire. Le je sais que je ne sais pas, dit Marina. Oui, je rebondis là aussi. La question n'est pas votre quantité de savoir. La question ici qui nous occupe, c'est comment je dis ce que je sais. Moi, je vous apprends à le quoi dire et comment dire. Donc la question n'est pas de savoir quel est votre niveau de connaissance, la question est comment vous embarquez votre niveau de connaissance par vos mots et la manière dont vous allez structurer votre propos et dont vous allez le nourrir. Et en disant cela, eh bien, j'ai déjà commencé à attaquer la suite. Donc si vous voulez bien, je vais passer schématiquement à la deuxième partie de cette webconférence qui est quoi faire, donc comment faire dans cette situation dans laquelle on a le sentiment de ne pas tout à fait savoir dire. Et puis, alors il y a Florence qui dit oui, c'est ça, c'est clairement de ne pas savoir dire, de ne plus savoir dire. Ok. Pourquoi est-ce qu'on sait dire et qu'on ne sait plus dire parfois? C'est parce que souvent on va travailler sur la mémorisation. Et en fait, moi, je vais me proposer de faire autrement.
Donc, je vais passer sur le slide d'après. Avant de passer sur le slide d'après, tiens, je vais revenir un petit peu en plein cadre, comme ça, ce sera plus sympa de vous voir aussi. Enfin, non, je ne vous vois pas, mais je vois mieux le chat en fait. J'évoquais rapidement le fait que tout à l'heure que j'avais été journaliste dans le temps d'avant. J'étais journaliste en radio et je faisais à cette époque-là beaucoup d'interviews. Et en fait, dans cette situation de journaliste, eh bien, je m'étais rendu compte de deux choses. D'abord, je m'étais rendu compte que même des personnes qui sont supposées très habituées et très formées parfois, on pourrait l'espérer en tout cas, à la prise de parole, eh bien, même parmi ces personnes-là, beaucoup d'entre elles n'étaient pas sûres de leur manière de dire. Alors certaines, par exemple, je pense à certaines personnalités politiques, avaient un discours très rodé, donc on sentait que derrière, il y avait quelque chose qui avait été presque appris par cœur, hein, donc voilà, quelque chose de très rodé, mais il manquait cette dimension de singularité, de mais vous, qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez les choses. Donc je m'étais rendu compte de ça dans mon métier de journaliste, je m'étais rendu compte que, en fait, à peu près tout le monde a un problème avec le quoi dire et comment le dire. Et sur, euh, si je reviens sur les slides, je vais essayer de passer au suivant. Voilà. Donc, je m'étais rendu compte de deux choses quand j'étais dans cette situation de journaliste que je schématise là par ce plateau télé, même si moi j'ai fait surtout de la radio. Je m'étais rendu compte qu'il y avait deux problèmes. C'est que ce n'était pas assez concret et pas assez direct. Alors, quand je dis pas assez direct, ça ne veut pas dire brutal. Ça ne veut pas dire, oui, voilà, ça veut pas dire brutal, agressif. Ça répond à quelque chose qu'on vous a peut-être dit ou que vous avez entendu dire. Alors, c'est pas très joli, mais vous savez, quand on vous dit, mais vas-y, mais accouche, vas-y, dis où tu veux en venir, vas-y, accouche. Voilà, c'est ça le direct. Pour ceux qui parlent l'anglais, c'est le straight to the point, get to the point. Okay, et je m'étais rendu compte que, en fait, personne ne savait comment arriver directement, très vite en tout cas, dans le cœur du sujet, dans là où il y a de la valeur, là où il y a du waouh. Et puis, je m'étais rendu compte aussi, sur la ligne de dessus, je m'étais rendu compte que ce n'était pas assez concret. Donc, c'était souvent très conceptuel, très verbeux, implicite, parfois jargonneux. Et qu'en fait, il y avait une question de journaliste qui permettait d'arranger les choses. C'était quand je leur disais, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Concrètement, comment vous feriez ou comment vous faites déjà concrètement? Et donc, c'est sur ces deux constatations-là que je me suis dit quoi? Déjà, je me suis dit qu'il fallait faire court, clair et concret. Il fallait aider les orateurs. Alors, quand je dis orateur, c'est toute situation de prise de parole, y compris, une fois encore, dans ces situations de réunion dans lesquelles vous intervenez parce que vous êtes membre de votre équipe ou, ou manager de votre équipe. Il faut faire court, clair et concret. Court parce que le paysage est saturé d'informations et que votre auditoire, il est devenu impatient. Clair parce qu'il faut qu'on comprenne vite et facilement ce que vous voulez dire, là où vous voulez en venir. Et puis concret parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va donner la valeur à votre action, à votre point de vue. C'est résolument cette dimension de registre lexical factuel, concret, explicite. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai inventé ce que j'ai appelé la méthode du losange, que vous pouvez trouver référencée sur Internet. Donc la méthode du losange, elle contient deux clés essentielles de fabrication d'un propos, d'une prise de parole. La première clé, quel que soit l'ordre, hein, je commence forcément par l'une avant d'arriver à l'autre, mais il n'y a pas de hiérarchie, les deux sont aussi importantes. La première clé, c'est de considérer que schématiquement, il faut renverser les récits et commencer par la fin, parce que très souvent, on a une construction en entonnoir, parce qu'on est cartésien. Donc, on va commencer par le plus large, le plus convenu, le plus conceptuel, pour arriver petit à petit là où il y a vraiment la valeur ajoutée, quelque chose en plus, ce que j'aime bien appeler la partie waouh de votre prise de parole. Elle est très souvent à la fin, tout simplement parce qu'on est calé sur le système cartésien, thèse, antithèse, synthèse. Et donc, je me suis dit, la première chose à faire, c'est de renverser le système et donc de le faire un peu en mode pyramide. Donc, comme si on prend l'entonnoir et puis on le renverse, on en fait une pyramide.
Puis après, je me suis dit que la pyramide, la représentation en pyramide ne me plaisait pas parce qu'elle supposait que ça part dans tous les sens vers la fin. Donc je me suis dit, on va refermer la pyramide et puis on va faire un losange pour bien signifier que le propos est contenu et qu'il est convergent, cohérent et qui fait un bloc homogène, quoi, comme quelque chose de vraiment très délimité, avec le meilleur au début et qui va être posé comme une colonne vertébrale, comme un fil conducteur, comme un fil rouge tout au long du récit. Ça, c'est la première des deux clés, donc ce que j'appelle l'inversion de la structure narrative. Et puis la deuxième clé, c'est cette dimension très concrète du récit que je propose de construire avec du verbe d'action conjugué à la première personne et avec le mot-clé du comment. Et non pas du pourquoi, mais du comment. C'est le comment nous faisons. Je vais prendre un exemple. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Tout le monde le dit. Il n'y a pas de valeur ajoutée sur ce postulat. Enfin, bon, après, il y a le sujet de ceux qui le réfutent, mais on ne va pas rentrer dans cette dimension-là ici. Elle n'est pas intéressante ici. Mais imaginons que, alors, on considère la question de lutter contre le réchauffement climatique. La valeur ajoutée que vous pouvez apporter si vous êtes légitime pour parler du sujet, c'est comment moi je vois les choses, comment moi je les fais déjà, comment je les mets en place, comment j'agis. Donc c'est cette dimension que les linguistes appellent la dimension pragmatique, explicite du langage, que je propose de considérer quand j'accompagne quelqu'un avec cette méthode du losange. Donc il y a deux clés principales. L'inversion de la structure habituelle pour schématiquement commencer par la fin, et puis construire l'argumentaire à valeur ajoutée avec l'usage du verbe d'action conjugué à la première personne et répondant à la question comment je fais. Voilà, donc ça c'est la méthode, vraiment le socle pédagogique avec lequel je construis mes accompagnements. C'est très important pour moi de parler d'une méthode parce que je me suis rendu compte que sur le sujet de la prise de parole, il y a beaucoup de manières de l'envisager. Et ces différentes manières me paraissent très complémentaires. Mais vous avez des anciens acteurs ou des acteurs, des comédiens, qui vont travailler sur l'expression non verbale. Mais ça ne règle pas le qu'est-ce que je dis et comment je dis. Certains coachs vocaux vont travailler sur la voix. Ça ne règle toujours pas le qu'est-ce que je dis et comment je dis. Donc moi, je vous aide à travailler sur le qu'est-ce que je dis et comment je dis, qui va vous permettre de construire le récit, qui va vous permettre également d'améliorer l'impact du non-verbal, dont je n'ai pas encore parlé ici. Est-ce que vous savez ce que c'est que le non-verbal? Répondez-moi dans le chat si vous voulez. C'est quoi le non-verbal? Ça va me permettre de faire une petite pause. Bonjour Toulouse. C'est quoi le non-verbal? Le langage du corps, l'attitude, les gestes, la posture. Très bien. OK. Les mimiques. Oui, oui, oui. Il manque quelque chose là. Pour l'instant, il manque quelque chose. Pour l'instant, vous considérez seulement la dimension visuelle. Il manque quelque chose là dans ce que vous dites là. Alors, qui a une autre idée? OK. Le son de la voix. Le son de la voix. Bravo. Vous gagnez un café gratuit. Le son de la voix. Oui. Il y a deux registres dans le champ du non-verbal. Donc, il y a le verbal et le non-verbal. Le verbal, c'est les mots, et je vous ai dit, c'est là-dessus que moi je travaille, sur cette dimension donc de construction de messages avec la méthode que j'ai créée. Et puis il y a le non-verbal, et le non-verbal a deux grands champs. Tout ce qui est visuel, c'est-à-dire tout ce que votre auditoire va comprendre avec ses yeux. Autrement dit, posture, gestuelle, mimique, regard, dress code, le fond quand on est en visioconférence, voilà, la manière de se tenir, bref, toutes les informations qui sont perçues par le regard, enfin par les yeux de vos interlocuteurs. Et puis, il y a le vocal, c'est-à-dire tout ce qui est perçu par les oreilles de votre auditoire. La musique, la manière dont vous émettez cette musique qu'on entend. Donc le débit, la prononciation, comme je le disais tout à l'heure en réponse à un commentaire dans le chat, quand on a parlé de l'accent. Donc le débit, la prononciation, l'articulation et puis les inflexions vocales. C'est-à-dire que quand on parle trop vite, on a souvent un ton très monocorde, un peu mitraillette. Vous savez, on vous l'a peut-être dit aussi ça, ou à propos de vous, à propos de quelqu'un, le côté mitraillette. Voilà, ça s'enchaîne très, 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 très vite.
Et du coup, la méthode du losange, en fait, elle est systémique, c'est-à-dire qu'en travaillant sur le qu'est-ce que je dis et comment je le dis, va permettre de travailler ce que j'ai dans la tête. Quelqu'un a dit tout à l'heure dans le chat l'intention. Oui, alors c'est le mot-clé pour moi, hein, bravo. C'est le mot intention. C'est quelle est mon intention de dire, hein, qu'est-ce que j'ai l'intention d'apporter à mon auditoire. Et cette intention, qu'on travaille donc avec la méthode, va permettre d'améliorer l'impact, tous les aspects de l'impact non verbal. Et donc, pour rester encore sur le non-verbal, est-ce que vous connaissez les ratios d'impact? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est le verbal ou le non-verbal qui gagne? Qui sait répondre à ça? C'est le verbal ou c'est le non-verbal? Oui, c'est le non-verbal qui gagne. Est-ce que vous connaissez les ratios d'impact? Ouais, 70%. Ouais. En général, c'est le chiffre qui est donné. Moi, j'ai une autre. Moi, je m'en réfère à la loi de Merabian. Oui, 93%. Très bien. 93%, c'est 55 pour le visuel plus 38 pour le vocal. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a deux champs verbal, non-verbal, et dans le non-verbal, il y a visuel et vocal. Okay, visuel, 55% d'impact, vocal, 38% d'impact. Donc, vous additionnez, ça fait 93. Bravo pour celui qui a eu la bonne réponse. Vous avez aussi un café, gagné un café. Et donc, ça fait 7%. Mais attention, ce qu'on observe quand on travaille, notamment avec les enregistrements vidéo ou audio, on se rend compte, alors audio, il n'y a pas le visuel, mais en tout cas, moi, quand j'accompagne, je travaille toujours avec l'enregistrement en présentiel, toujours avec la vidéo, avec une caméra. Et ce qu'on observe, c'est que c'est ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Donc, c'est inutile de se dire, je vais écarter les mains et je vais faire des gestes, parce qu'en fait, ça se passe autrement. C'est l'intention. Hein, c'est l'intention du récit qui guide, qui guide les différents critères d'impact. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, la méthode du losange, comme une méthode de guitare, de piano, prof de tennis qui vous enseigne une méthode pour taper le coup droit, eh bien, de la même manière que toutes ces autres champs d'apprentissage, eh bien, j'ai donc créé cette méthode pour vous aider donc à améliorer toutes ces dimensions d'impact du non-verbal et aussi par ricochet pour vous sentir beaucoup mieux. Parce que quand on sait qu'on construit le récit de la bonne manière, quand on sait qu'on est bon, eh bien, on va se sentir beaucoup plus à l'aise. Et le sujet du manque de confiance en soi que soulevaient certains de vous dans le chat, hein, ce manque de confiance en soi, eh bien, il va complètement disparaître parce que vous savez que vous dites de la bonne manière. Donc, c'est ce que j'ai appelé le savoir-dire. Vous vous souvenez? Je parlais du savoir-dire tout à l'heure. Voilà. Donc, on arrive à peu près à la fin de la deuxième partie, puisqu'il est déjà quasiment midi. Et là, je vais vous expliquer comment, et je vais aussi vous donner un cas concret, comment se passe un accompagnement. Alors, je vais prendre un exemple d'accompagnement. Donc ça se passe, alors là, vous avez une représentation imagée d'une séance de coaching. Alors, ça se passe dans des bureaux qui ressemblent à ça. Et alors, on peut être assis, mais on peut être aussi debout, parce que comme je le disais, je fais faire je disais que je me servais de la caméra, mais je vais faire des simulations de prise de parole. Je vais vous donner un cas type de quelqu'un qui est venu me voir hier. C'est quelqu'un qui a, je trouve qu'en l'occurrence, c'est un homme, mais ça marche aussi avec les femmes. C'est un homme qui a de très hautes responsabilités dans une grosse entité du secteur public, qui a pris ses fonctions à l'automne dernier, qui travaille donc au sein d'une DSI, hein, d'une direction des services informatiques. Il est juste en dessous du big boss informatique et il est chargé de tout ce qui est intelligence IA, intelligence artificielle. Et il doit intervenir face au COMEX dans un mois. Et son chef lui a dit, donc il est -2 du COMEX, hein, son chef est au COMEX, donc lui, il est pas très loin du COMEX, donc il est haut placé dans la hiérarchie. Et son chef lui a dit, le chef fait partie du COMEX, lui a dit, écoute, Stéphane, c'est vraiment important, surtout ne te plante pas, c'est vraiment un sujet super important, il ne faut pas qu'on se plante, voilà, c'est vraiment super important. Donc, dénommé Stéphane, s'est pris, déjà il avait du stress parce que c'était la première fois qu'il intervenait en COMEX,
mais en plus, il s'est pris le stress de ce chef qui lui dit: «C'est super important, il faut absolument que tu sois bon» et en surcouche, ce chef ne lui a pas dit comment il faut faire pour être bon. Donc Stéphane a déjà fait, il a une quarantaine d'années Stéphane, donc il a déjà fait beaucoup de présentations avec slide, mais là, il y a tout d'un coup un stress particulier, d'autant qu'il a appris qu'il avait 15 minutes en principe de prise de parole, mais que très certainement, ça allait se passer comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au final, on lui donnerait 2 minutes de temps de parole, peut-être 5 si tout va bien, s'il arrive à accrocher son public. Donc Stéphane est nouveau dans une entreprise, absolument compétent, à 200% compétent, mais avec un super stress sur cette échéance dans un mois de prise de parole face au COMEX. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait ensemble? Nous avons commencé, parce que ce coaching-là, il n'a pas encore tout à fait commencé, mais les autres, je vous citerai un autre exemple si on a le temps tout à l'heure. Eh bien, nous allons détricoter complètement nous allons repartir la page blanche. En fait, c'est même pas détricoter ce qu'il a fait et ce qu'il a déjà commencé à préparer comme présentation. On va repartir d'une page blanche. On va se poser quelques questions qui sont intrinsèques à la méthode du losange. Donc, comment il fait, hein, comment je fais, comment nous faisons pour construire cet argumentaire très explicite. Et puis, trouver ce qui, dans le temps d'avant, arrivait à la fin et qui arrivera là, pour le coup, au début de son intervention, de sa prise de parole, pour accrocher l'attention de l'auditoire, pour l'embarquer immédiatement, pour voilà, gagner en impact dès les premiers mots qu'il prononcera. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous connaissez le temps d'attention continue d'un auditoire dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le temps d'attention continue? Je vois qu'il y a un problème de son. Alors 15 minutes, non. 12 minutes non plus. Descendez encore, 2 minutes, 3 minutes. Non, non, il faut compter en secondes. Il faut compter en secondes. Comptez en secondes, 30 secondes, 20 secondes, 45 secondes. OK. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la civilisation du poisson rouge? Peut-être pas, je ne sais pas si vous me répondez parce que je ne vous entends pas. En tout cas, il est suite à une enquête publiée par Microsoft. Ah, il y a quelqu'un qui dit oui, bravo. Il y a une enquête a été publiée en 2015 par Microsoft, je crois, en tout cas l'un des GAFAM, qui a fait travailler ses chercheurs sur cette durée d'attention continue de l'auditoire dans le monde d'aujourd'hui. Et le résultat a été de 8 secondes d'attention continue versus l'attention continue, semble-t-il, du poisson rouge qui, lui, a 9 secondes d'attention continue. Alors, la qualité qu'on a sur le poisson rouge, c'est que lui, il ne stocke pas, alors que nous stockons, nous mémorisons. Mais ce qui est intéressant, voilà, au-delà de cette étude, c'est de bien considérer que l'auditoire, dans le monde d'aujourd'hui, est sans cesse distrait par plein de choses, notamment par tout ce qui intervient sur le smartphone. Et donc, cet auditoire, il est beaucoup plus difficile à captiver, à impacter que par le passé. Et donc, ça se joue vraiment dans les premières secondes. Et la méthode du losange, elle vous permet justement de construire ce que, en langage un peu savant, on appelle le pitch. Vous avez peut-être entendu parler déjà du pitch. Il y a aussi le storytelling. Donc, la méthode du losange, elle permet de s'embarquer dans ces nouvelles modalités narratives pour vous permettre de gagner en impact dès le début d'une prise de parole et pas seulement à la fin ou en cours de route, quand l'attention de l'auditoire a déjà beaucoup diminué. Je vais vous projeter le slide d'après qui vous montre comment se passe un accompagnement type. Donc vous avez, je propose habituellement et d'expérience, c'est ce qu'il y a de plus efficace, un accompagnement de 4 séances. Donc là, vous avez les 4 séances qui sont représentées avec entre chaque séance 3 intercessions et l'ensemble peut se dérouler sur 1 mois. Donc j'ai pris comme date fictive ici le 1er mars pour la première séance, le 10 mars pour la deuxième, le 20 mars pour la troisième et le 30 mars pour la quatrième. Alors pourquoi 4 séances type? Parce que sur la première séance, vous êtes tous en mode débutant sur la méthode du losange. C'est-à-dire que cette méthode, elle est très simple d'accès intellectuellement, mais elle est à contre-pied, oui, elle est contre-intuitive. Une fois encore, comme tous les apprentissages. Elle est contre-intuitive
Donc, il faut rentrer dedans et donc on est en mode débutant. La deuxième séance, vous commencez un peu comme si j'étais un prof de tennis et que je vous donnais la raquette et puis on commence à taper la balle. À chaque fois, il y a des simulations de prise de parole, hein, au plus près des situations réelles, mais voilà, la deuxième séance, elle devient encore plus expérientielle. La troisième séance, ça commence vraiment à rentrer, mais vous avez encore besoin de moi. Et la quatrième séance, pour moi, l'objectif de la quatrième séance, c'est vraiment que vous soyez expert, c'est-à-dire que vous sachiez adapter les éléments techniques de méthode à chacune de vos situations, au plus près de vos situations réelles. Et ce qui est important pour moi, c'est de dire que tout ça est mesurable. Oui, je vais vous donner un exemple concret. Merci pour la question. Je vais vous donner un exemple concret de la méthode du losange. Tiens, je vais revenir avec vous. Juste pour terminer sur ce slide, vous dire que la courbe de progression est tout à fait visible et que les résultats sont mesurables. Et on va les mesurer sur les critères, à la fois les critères verbaux, donc est-ce que c'est court, clair, concret, et puis sur les critères non verbaux, donc est-ce que la posture est stable, est-ce que le geste est ouvert, est-ce que les mimiques sont cohérentes, c'est-à-dire qu'elles disent la même chose que le propos, est-ce que le débit est correct, donc pas trop rapide, est-ce que la prononciation est bonne, est-ce qu'il y a des inflexions vocales. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut vraiment mesurer et donc vous pouvez tracer votre propre courbe de progression et d'ailleurs je vous aide à tracer la courbe de progression. Alors maintenant un exemple, merci effectivement merci pour cette question, ces commentaires. Un exemple concret d'une application de la méthode du losange. Imaginez, vous êtes manager et vous arrivez un matin au bureau et vous avez dans votre boîte un mail qui vient d'un de vos collaborateurs qui vous annonce que son médecin l'a arrêté pour une durée longue. Donc, il part en congé pour une durée longue, on va dire 3 mois. Donc, vous allez devoir réunir votre équipe parce qu'il va falloir le leur dire. Et puis, il va aussi falloir prendre des dispositions. Et donc, la première chose que je vais vous proposer dans une situation qui est celle-là et qui est donc le déclencheur d'une prochaine prise de parole, je vais vous proposer de considérer quels sont les verbes d'action, quelles sont les actions que vous mettez en place suite à cette annonce que vous venez de lire dans votre mail. Donc, vous allez probablement regarder les tableaux de service, regarder ou réévaluer, analyser les contours de tâches des différents membres de votre équipe. Vous allez commencer à imaginer, verbe imaginer, qui est un verbe d'action, imaginer les premières solutions pour redispatcher, verbe redispatcher, la charge de travail sur les autres membres de l'équipe. Et puis, vous allez peut-être aussi alerter la RH, leur demander s'il y a une possibilité de venir augmenter l'équipe. Peut-être que vous allez aussi proposer qu'on fasse appel à peut-être un alternant qui était dans l'équipe jusqu'à récemment et qui pourrait peut-être prendre le poste qui va être vacant donc, pendant 3 mois. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez agir, c'est-à-dire que même si ce ne sont pas des actions visibles, concrètes, vous allez immédiatement agir dans votre tête en vous demandant qu'est-ce que vous faites pour gérer cette situation avec ce coéquipier absent pendant une longue période. Et puis ensuite, vous allez vous demander, une fois que vous avez vos verbes d'action, vous allez vous demander, mais finalement, quelle est l'intention de mes actions? Pourquoi je fais toutes ces actions? Et vous allez probablement trouver que ce qui porte l'intention de vos actions, c'est le fait d'assurer la continuité du service. Donc, vous allez réunir vos équipes et vous allez démarrer votre prise de parole par cette accroche en mode notre priorité, mes chers collègues, c'est d'assurer la continuité du service et pour cela, compte tenu de l'absence un tel, eh bien, que j'ai appris ce matin, eh bien, j'ai déjà imaginé comment nous allons réorganiser le tableau de service, comment je pourrais réaffecter les tâches. D'ailleurs, je viendrai vous voir chacun à tour de rôle dans votre bureau pour que nous voyions comment nous pouvons adapter les nouvelles tâches à votre situation personnelle. Tout cela pour, et on referme le losange avec le même mot-clé, le même message principal, assurer la continuité du service.
Donc, vous avez un losange avec un problème déclencheur qu'on va mettre quelque part dans le losange, mais on ne va pas commencer par ça. On va commencer par ce qui va accrocher, attirer l'attention du service, donner le sens, enfin, du service ou de ceux qui écoutent. On va d'abord mettre le sens, hein, assurer la continuité du service, et puis ensuite nourrir le récit, hein, le ventre du losange, par ce discours très concret, pragmatique, qui va avoir pour vertu, quelle vertu a un discours concret et pragmatique à votre avis? Allez, une dernière petite question avant de quasiment clore, puisqu'il est presque, midi 10. Quelle vertu a un discours très concret, très, très pragmatique? L'adhésion, oui. Et puis, quoi d'autre? Se souvenir, efficace, oui, il va rassurer. On va permettre de se souvenir parce que c'est très concret, donc c'est très visuel. Ça va permettre de mieux voilà, de s'en souvenir. Quoi d'autre? Convaincre, clarté. Alors, je vais repackager parce que on est quasiment non, on a encore 5 minutes. On a encore 5 minutes. Je vais repackager toutes vos propositions, mais vous êtes bien dedans. C'est augmenter le leadership. Oui, bravo, je prends aussi augmenter le leadership. C'est-à-dire que un discours construit sur le modèle que je viens de proposer. Alors bien sûr, je suis allée vite, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc c'est pour cela, cliquez dans la prise de rendez-vous, prenez rendez-vous et je serai ravie de parler de votre situation à vous sur un exemple, le vôtre, ou un exemple qui vous parle à vous. Mais donc voilà, pour reboucler sur la proposition là de cet exemple sur un coin de table, la vertu que ça a, c'est premièrement vous donner objectivement le sentiment aux membres de votre équipe que vous agissez, que vous êtes un manager acteur. Donc effectivement, ça installe la dimension de leadership. Vous ne restez pas les bras ballants dans une situation. Vous avez immédiatement commencé à chercher les solutions. Et même si les verbes d'action sont invisibles, comme analyser, étudier la situation, échanger avec un tel, chercher des solutions, c'est des actions non visibles, mais ce sont des actions quand même. Et ça dit que vous faites votre travail de manager. Donc, vous allez effectivement avoir des équipes qui vont être rassurées sur le fait déjà que vous faites votre job, et puis qui vont être rassurées aussi sur le fait que vous avez commencé à mettre des choses en place, même si elles ne sont pas finalisées, parce que peut-être que les membres de l'équipe vont aussi pouvoir donner leur grain de sel et, donner les propositions sur la réorganisation du service. Mais n'empêche que vous avez commencé à apporter des solutions, vous avez témoigné du fait que vous agissez, que vous êtes impliqué, que vous êtes engagé dans votre job de manager. Donc, il y a le sujet de leadership, je répète. C'est rassurant parce qu'on sait que vous faites et on sait aussi, nous, les membres de l'équipe, on sait aussi ce que nous avons à faire. Donc, ça marche aussi, la technique, ça marche aussi en situation de crise. Voilà, désolée de devoir évoquer ça, mais ça arrive, il y a des petites crises, puis il y a des crises plus graves, mais une crise, ça peut être effectivement un collaborateur qui se porte absent au moment où il y a beaucoup de travail, une recrudescence de commandes clients. Et dans ce cas-là, ça peut être une forme de crise. En tout cas, ça peut provoquer de la crise en interne parce que si le manager n'est pas là pour mettre des mots très clairs, MOTS, sur les mots MAUX de l'entité, eh bien, ça va provoquer de la perte de confiance, voire de l'inquiétude chez les collaborateurs. Et ça va installer petit à petit, ou pas petit à petit d'ailleurs, une ambiance beaucoup plus compliquée de travail. Ça va procurer peut-être de la démobilisation, du désengagement, du manque d'adhésion de la part des équipes. Et cet exemple-là que j'ai pris sur une situation très, je dirais, courante dans les entreprises, on peut bien sûr la projeter aussi au plus haut d'un organigramme, puisque de la même manière, un grand patron, dans une situation, qu'elle soit de crise ou pas de crise d'ailleurs, eh bien lui aussi, on attend de lui aujourd'hui qu'il prenne sa place, qu'il mette les mots, qu'il soit efficace, impactant dans les situations dans ces situations d'intervention, parce que c'est ça qui
qui met cette personnalisation. Et c'est là-dessus que je terminerai, je crois. Aujourd'hui, on a besoin de voir que vous êtes là, que vous savez comment faire et que vous savez comment le dire. Parce que les mots, c'est quand même encore le meilleur moyen qu'on a trouvé pour eh bien, se faire comprendre, partager, vivre ensemble collectivement, même si la machine est en train de nous rattraper à certains égards, c'est quand même la meilleure chose qui nous aide à créer ensemble, créer de la valeur ensemble, créer du collectif. Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez écrit des tas de choses passionnantes dans votre chat. Merci pour la personne qui me dit que mes propos sont clairs. C'est pas toujours simple pour moi de tout packager en 3/4 d'heure. En tout cas, je serais ravie de poursuivre cette discussion avec tous ceux d'entre vous qui ont besoin ou envie de prendre rendez-vous avec moi. Ça ne vous engage à rien. Cliquez sur la prise de rendez-vous. Je serai ravie de continuer d'échanger. Pour moi, c'est aussi très important de considérer cette boucle, c'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de répondre au plus près de vos attentes et de vos besoins. Et mieux je comprends, mieux vous prenez le temps de m'expliquer vos attentes et vos besoins, eh bien, mieux je peux caler ma réponse en face pour vous aider du mieux possible. Et puis sur ce sujet de la prise de parole, je suis intarissable et vous pouvez aussi me lire sur LinkedIn. Il est 12h15, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de partager ce moment-là avec vous. J'espère que vous repartez avec des idées plus claires et voilà, c'est une dimension positive de on peut le faire, ça peut marcher, ça se travaille et on peut avoir des résultats formidables. Je vous souhaite un bon déjeuner, une belle journée. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt pour ceux d'entre vous qui ont envie de continuer de me suivre et d'échanger. Ciao, ciao!